Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors aujourd'hui on va venir aborder une notion qu'on avait déjà évoquée dans de précédentes vidéos qui est le depth buffer. Et on va voir notamment ce qui est possible de pouvoir faire avec OpenGL, notamment avec les tests de profondeur. Alors donc c'est parti pour l'explication du depth buffer. Alors donc, le depth buffer, ou en français tampon de profondeur, est sera comme pour le tampon de couleur, une liste de valeurs associées à chaque pixel du frame buffer. Alors, ce depth buffer va permettre de pouvoir stocker en fait les valeurs de profondeur de chaque pixel quand on va à chaque fois rendre un modèle 3D par exemple dans le frame buffer. Alors, ces valeurs donc, dans le depth buffer peut avoir plusieurs précisions. Par défaut, on est à 24 bits, mais on peut également changer cela et être à 32 bits. Mais ça pourra avoir un impact sur le test de pochoir, donc le tampon de pochoir, stencil buffer, qu'on verra également dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment, on va se contenter du depth buffer et bien comprendre que ce depth buffer est juste un tampon de profondeur qui va se venir stocker les profondeurs de chaque pixel. Ici, comme vous pouvez le voir, on peut activer ou non le test de profondeur avec GL Depth Test. Et en fait, ce test de profondeur permet de pouvoir savoir si un pixel est devant ou derrière lorsqu'on va venir rendre avec OpenGL un triangle. Enfin, du coup ici un fragment. En gros, les fragments, avant de pouvoir passer le fragment shader, on va venir, en interne dans OpenGL, va venir tester la position du fragment par rapport à la position actuelle en profondeur du fragment associé. C'est très pratique, c'est que si on désactivait ce test de profondeur, vous verrez comme à gauche les modèles ne sont pas rendus comme on souhaiterait avoir, donc là ils sont inversés, enfin c'est pas vraiment ordonné en fait, et à droite vous pouvez voir que quand on l'active c'est bien ordonné. Alors par défaut la comparaison se fait sur GL less, donc on peut spécifier des types de comparaison qui va permettre de pouvoir savoir si on souhaite laisser passer un pixel ou non. Alors par exemple on a GL Never qui ne va jamais laisser passer le pixel, GL Less qui va être permettre de pouvoir définir, c'est celui par défaut, si un pixel est proche de la caméra, et bien ça sera dessiné. GL Equal, si les deux pixels sont égaux, ben, ça passe, sinon ben, ça passe pas. Ça c'est assez rare parce qu'il faut vraiment que les deux soient égaux, donc après c'est des spécificités qui peuvent se faire, hein. En tout cas OpenGL est assez permissif sur ça. Après on a GL equal, donc inférieur ou égal, GL greater supérieur, GL no equal inférieur, enfin différent plutôt, GL gay equal qui sera supérieur ou égal, et GL always qui va venir, ça va tout le temps passer en fait. Et pour ce faire, donc pour spécifier ce type de comparaison, on va venir appeler la fonction GLDESP_func qui va venir prendre ces valeurs-là. Donc, faudra également s'assurer que, parce que par défaut, quand on va venir clear le depth buffer, comme on a pu faire avec le color buffer, donc quand on a clear le color buffer, en fait, on spécifie une couleur. Et bien ici, quand on va clear le depth buffer, on va venir définir une valeur par défaut. Et cette valeur par défaut, quand on va venir clear, donc par défaut c'est 1, donc c'est GLS. Par exemple si on fait GLS, bien ça va être à chaque fois ça va être, spécifier la condition quand c'est inférieur au pixel actuel, donc au tout début c'est 1. Et si on souhaite par exemple prendre GL greater, eh bien il faudra spécifier cette fois-ci 0 pour GL clear depth, pour savoir si au tout début on est bien supérieur à 0. Sinon on verra rien du tout si on avait un pixel de, une spécificité du desp de 1 quand on va clear le buffer. Alors, donc, ce qui est intéressant,
c'est qu'on va pouvoir voir ce depth buffer dans notre écran et voir les valeurs de manière plus visuelle. Alors ce qu'on pourrait faire ici, c'est utiliser les shaders et venir afficher en fait en couleur de sortie le depth buffer. Donc là par défaut on a une scène 3D, donc j'ai repris une scène que j'avais déjà pris par le passé. Et par exemple ici on a différentes valeurs. Alors ici on va venir dans notre moteur de jeu. Ça sera plus simple pour vous. Hop, ici. Alors donc juste pour commencer, j'ai un peu changé la manière dont je fonctionnais avec mes matériels. Donc mes matériels avant ils étaient spécifiques à un type de shader. Donc là c'était du Blindfong. On avait bien 3 couleurs ici et 3 textures avec une shininess. Donc j'ai voulu modifier ce matériel pour avoir un truc plus générique et juste définir en fait des différents types de valeurs associées à des unordered maps. Alors donc ça c'est juste une petite spécificité et en gros quand je rends mon modèle 3D, eh bien j'ai une petite fonction que j'ai fait set material to shader et en fait ici je vais juste donc là je récupère les valeurs et ici je vais les envoyer au shader en fait. Donc c'est juste pour avoir un truc un peu plus custom. Donc c'était la petite parenthèse. Donc si on revient dans nos shaders, alors donc j'ai créé, si je vous montre ici, on a en gros 4 shaders ici, différents, donc 4 fragments de shaders différents, on souhaite définir une couleur à chaque fois. Donc si je vous remonte par défaut, donc ça c'est le shader par défaut de Blindfong, bon il n'a pas changé, hein. Mais si je vous montre maintenant UV Shader Frag, donc il est beaucoup plus court, d'ailleurs ça n'a pas besoin. Il est beaucoup plus court et on va juste définir en fait les couleurs R et G ici. Pour les normales, ça sera pareil. Mal ici, hop. Donc on définit les normales ici. Donc là, je l'ai juste normalisé au cas où. Et je définis les 3 normales ici. Et les normales, je les mets entre 0 et 1 parce que par défaut, les normales sont entre, donc les composants de chaque normale sont entre -1 et 1. Et moi, je les passe entre 0 et 1. Donc je fais ici une petite conversion. Et ensuite, pour pouvoir afficher maintenant le depth buffer, les valeurs en fait du depth buffer actuel, eh bien on peut le faire dans le fragment shader aussi. Et on va juste utiliser la variable intégrée d'OpenGL qui est gel fragchord et on va venir prendre la valeur z. Donc on va venir lancer pour vous montrer ce que ça donne. Donc, hop, on va faire ça comme ça. Alors, donc là, on a le shader par défaut qui est utilisé. Donc, j'ai fait un petit script qui va venir en fait juste switch en fait les shaders utilisés. Donc là, c'est le shader par défaut. Maintenant, si je veux avoir l'UV, vous voyez que maintenant je vois les UV. Donc ça, c'est assez pratique. Hein. Le 3, quand on appuie sur 3, ça serait normal. Voilà. Et quand on appuie sur 4, on voit le depth buffer. Alors là, la petite particularité, c'est que c'est tout blanc. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est voir vraiment la profondeur en fonction de la distance. Donc, normalement, on devrait voir un dégradé. Mais vous allez voir qu'il y a une petite particularité à comprendre. Donc, hop, on va revenir sur notre présentation. Ici. Et ici, vous allez voir que vous allez comprendre qu'en fait le depth buffer il n'est pas linéaire, c'est-à-dire que les valeurs associées de profondeur ne seront pas linéaires. Alors ici, je vous ai mis je vous ai affiché en fait les valeurs du fragment de shader, des profondeurs associées à chaque fragment, associées aux valeurs Z de view. Donc ZView, je vous rappelle, c'est la valeur qui se trouve après la transformation du passage d'une configuration mondiale à une configuration de la caméra. Donc la Space World à la Space View, à la View Space. Donc après la View Space, on est en espace de vue. Donc là, je vous ai mis ZView. Alors là, j'ai mis moins
Tout simplement, c'est que par défaut, hop, c'est une petite image ici. Ici, on est en négatif, parce que tout simplement, moi j'ai inversé le sens de la caméra, et j'ai fait en sorte que les valeurs moins ZView correspondent à NIR et phare. Donc c'était juste une petite particularité. Si je voulais mettre ici ZView, et bien en fait on aurait juste inversé l'axe et on serait dans les négatifs. Qui est actuellement le cas. Moi c'est juste pour afficher le bout dans les positifs, je le mets en moins ZView. Alors c'est une petite parenthèse, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ici j'ai fait une petite, donc là le schéma ici en fait c'est un NIR de 0,5 et un phare de 10. Alors comme vous pouvez le voir ici, en fonction de ZView, eh bien la profondeur ici elle correspond en fait à une valeur de 1 sur Z. Alors ici on n'est pas linéaire, et ce qui, vous allez voir, pourra poser quelques soucis. Mais globalement, pourquoi on n'est pas linéaire, c'est tout simplement, c'est que ici je vous ai mis une matrice de perspective, et en fait, cette matrice de perspective, quand elle sera multipliée par ZView, donc en Z, ce qui nous intéresse, eh bien dans l'espace de clip, qui est le résultat final, ici on aura un résultat du type, donc une expression linéaire de type A fois Z plus B, donc A c'est moins phare plus NIR sur phare moins NIR, et B ça serait moins 2 fois phare fois NIR divisé par phare moins NIR, et on va venir diviser pour l'espace NDC par W-clip, et W-clip c'est moins 1 fois ZView. Et on voit ici bien qu'on a bien une expression de type 1 sur Z, du coup qui n'est pas linéaire. Alors là, à la fin ZDesp, je l'ai mis entre 0 et 1. Tout simplement, c'est que ma matrice ici, elle est basée sur ce que demande OpenGL par défaut, c'est-à-dire une valeur entre moins 1 et 1. Et donc, je fais une petite conversion vers un espace entre 0 et 1. Alors, donc, c'est assez pratique ici. Maintenant, nous, ce qu'on souhaite avoir, c'est vraiment avoir donc une valeur linéaire. On souhaite récupérer la valeur linéaire dans notre shader. Alors pour ce faire, on va venir faire quelques petits calculs et quelques petites explications vont devoir être abordées ici. Alors donc, ce qu'on veut ici, c'est transformer les coordonnées de fragment en coordonnées linéaires. Alors, donc ce qu'on souhaite avoir ici, c'est passer d'un zdepth, qui est donc zdepth correspond dans notre shader à glFragCord.z, et nous on veut avoir un zdesp linéaire. Alors globalement, zdesp linéaire, on pourrait tout simplement le faire en récupérant ZView, donc ça serait moins ZView moins NIR divisé par phare moins NIR. Donc ZView globalement on l'a pas dans notre shader, enfin on pourrait l'avoir, mais on va pour le moment dire qu'on peut pas l'avoir. Et nous en fait on souhaite vraiment prendre glFragCord et l'utiliser pour pouvoir calculer notre zdesp linéaire. Alors j'ai mis une petite particularité, c'est que là j'ai mis moins ZView, tout simplement comme je vous ai dit, c'est que c'est inversé, donc là moi je mets bien moins ZView, et c'est pour ça que j'ai dit que ZView se situe entre moins NIR et moins phare, et que moins ZView pour le coup se situe bien entre NIR et phare, donc on est bien dans les positifs. Alors, donc, comment on va faire pour trouver ZView, donc, en fonction de zdesp qui correspond à glFragCord. Donc, on aura plusieurs égalités qui vont être vraies. Donc, on sait que Z, donc ici Z c'est zdepth, qui est égal à ZNDC plus 1 fois 0,5. ZNDC c'est égal à ZClip divisé par WClip. Et on sait que ZClip, c'est une expression linéaire, donc A fois ZView plus B. Et que WClip est égal à moins ZView. Alors, donc, ZNDC qui sera égal à A fois Z plus B moins ZView. Et cela sera égal à moins A moins B sur ZView. Donc ça, c'est la petite expression. Et ensuite, à partir de ça, comme on connaît ZNDC ici, eh bien on peut le remplacer, enfin, comme on connaît ZNDC, ouais,
eh bien on peut venir changer l'expression pour exprimer ZView en fonction de ZNDC. Donc ZView sera maintenant égal à moins B sur ZNDC plus A. Et on sait que ZNDC c'est égal à Z, donc Z je vous rappelle c'est ZDEPS fois 2 moins 1. Et ensuite on pourra définir les valeurs A et B. Et A on sait que c'est moins phare plus NIR et phare moins NIR, et que B est égal à moins 2 fois phare fois NIR divisé par phare moins NIR. Et enfin, à la fin on aura un ZView, donc final. Donc ZView ici, donc ça sera l'expression suivante, on aura bien maintenant notre ZView qu'on pourra venir utiliser pour calculer ZDEPS linéaire. Alors globalement ici c'est assez gros et faire des calculs en shader avec cette expression, bah, ça serait pas optimisé. Nous on souhaite avoir un truc beaucoup plus optimisé, donc on va faire plusieurs étapes pour pouvoir atteindre une valeur par finale. Donc je vous laisserai mettre pause pour pouvoir avoir les explications. D'ailleurs, ici, tac. Pour avoir les explications, pour avoir les étapes détaillées. Donc j'ai mis les étapes détaillées. On part ici, ici, ensuite on va ici, ensuite ici on calcule cette petite partie ici. On continue avec la simplification, et ensuite ici on a la simplification, et ici ensuite on a la simplification finale. Donc on aura moins ZDEPS fois N, donc N c'est NIR, divisé par ZDES fois, entre parenthèses, phare moins NIR, moins phare. Donc ça c'était la dernière valeur qu'on aura besoin. Et comme vous allez pouvoir le voir, donc j'ai fait un petit shader ici, qui va venir faire en fait le petit calcul qu'on a fait, avec la formule juste ici, et vous allez voir, donc hop, je vais vous montrer le shader ici aussi en code, ça, voilà, donc on va venir dans ça, voilà, donc ça c'était le truc par défaut. On remet sur 4, c'est le truc, le depth qui est stocké dans le fragment, pas associé à chaque pixel quoi, et associé au fragment. Et là 5, hop, ici on aura bien, hop, on aura bien un depth qui correspond bien, donc on a bien la valeur linéaire qui fait en fonction en fait de la distance de la caméra par rapport au fragment. Enfin, par rapport au fragment. Donc ça c'était pour la petite explication du depth et comment faire avoir une valeur linéaire. Comme vous pouvez le voir ici, on peut avoir un truc un peu stylé. Hop, ici, hop. Ici je vous ai fait en fait ce qu'on appelle un fog. Un fog, ce qui est pratique, c'est du brouillard, et en fait j'ai juste tout simplement utilisé la valeur de Z-buffer en linéaire, et j'ai mis un exposant pour pouvoir avoir un truc mieux disposé. Donc le shader, je peux vous le montrer. Donc hop, le shader. Donc j'ai fait un petit shader fog ici, et tout simplement en fait j'ai juste, donc je récupère, zoomer un peu. Ici je récupère la valeur, le depth, je le convertis en linéaire. J'ai une fog density de 30. La formule du fog ici c'est 1 moins exponentielle de moins linéaire z fois fog density. Ensuite, ça c'est la valeur, pour ça qu'on a une valeur gris, donc j'ai mis un gris assez pas trop foncé ni trop clair. Et ensuite, ici c'est un lerp, donc tout simplement un lerp entre la couleur du pixel, en fait la couleur du calculé en binfong vers le fog color, et ici j'ai un fog qui va permettre d'avoir un peu ce brouillard. Et ensuite je renvoie juste la couleur par défaut. Donc ça c'était pour comment on calcule le fog. On va revenir sur l'explication de cette spécificité d'avoir un depth non linéaire qui aura des implications par la suite. Alors,
on va revenir juste ici, et hop. Donc, une fois qu'on a compris comment convertir cela, hop. Donc ça c'était ZView interpolation. Ouais. Alors, ouais. Une fois qu'on a compris que cela, on juste une petite spécificité, c'est que là le ZView, le ZView qui se trouve ici, en réalité on aurait pu le récupérer directement. On va zoomer un peu. Donc le ZView ici, vous allez pouvoir le récupérer depuis le vertex shader. Donc ZView c'est égal à vertex in world pose fois view et entre parenthèses .z. Donc on va récupérer juste la valeur z et on aurait pu directement la récupérer dans le fragment de shader. Alors globalement on peut le faire comme ça, mais dans tous les cas le fait de sortir une valeur du vertex shader a un coût, c'est pas gratuit. Les valeurs devront être interpolées par la suite et on aura quand même besoin d'avoir des divisions par fragment pour pouvoir interpoler les valeurs. Donc c'est une petite spécificité à comprendre. Et globalement, c'est mieux de le faire directement avec le calcul que je vous ai montré. Alors, donc une fois que ça c'est compris, on va venir voir comment, voir les problèmes que la linéarité du Z-buffer pose comme problème. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on va appeler ce qu'on appelle le Z-fighting, qui est du coup le plus gros problème de la linéarité de la non-linéarité du depth buffer, qui fait que les blocs ils vont venir s'intercaler et tantôt en fonction de l'orientation de la caméra on va avoir des pixels rouges et tantôt on va avoir des pixels bleus. Alors j'ai fait une petite scène aussi, si je peux vous montrer dans le moteur de jeu, hop, ça sera plus simple à vous montrer. Ici, non, on va aller ici et on va venir mettre, hop, on va venir désactiver. Hop. Donc j'ai affiché, hop, un bloc rouge. Ici c'est le bloc rouge il me semble, et ici c'est un bloc jaune. Et vous allez voir que, hop, ici, hop, on va venir reculer. Donc là on a un bloc rouge et vous allez voir ici que là je les ai mis exactement en fait, je les ai intercalés dans la même position. J'ai juste changé le scale à chaque fois en Y et en X. Donc ici vous voyez que les pixels en fait tantôt c'est rouge, tantôt c'est vert. Alors donc c'est pas forcément cool d'avoir ça. On peut venir réduire ce Z-fighting avec différentes techniques que l'on va aborder. On va pas tous les aborder, mais on va en voir quelques-unes. Alors donc, la technique la plus simple, c'est ici on va voir en fait. Hop, je vais venir à la présentation, ce sera plus simple. Donc ici on a plusieurs techniques, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va en voir 4 sur 7. On va laisser les autres pour une prochaine vidéo. Et globalement, la technique la plus simple, c'est augmenter le plus possible la valeur proche de NIR. Pourquoi on fait ça? Ici, je vous ai fait une petite... j'ai juste refait la petite fonction linéaire ici, enfin non linéaire, et avec FARINIR. Donc on va venir modifier NIR, et vous allez voir que ça aura des implications. Donc si je descends NIR le plus proche de 0, vous verrez que on va de plus en plus sur on est vraiment non linéaire et c'est vraiment ça se dégrade de plus en plus. Donc si je mets à 0,2, vous voyez que ici on est vraiment pas beaucoup linéaire, c'est-à-dire qu'en grosso modo toutes les valeurs qui se retrouvent dans Z-view qui seront entre 0 et 1, eh bien ils seront mappés sur en fait 90% du depth buffer. C'est pas forcément vraiment ce qu'on aurait besoin. Et si plus on veut bien augmenter, vous allez voir que
moins, donc là par exemple le NIR il a 2,2, il correspond à ce point, et moins en fait on sera dans une configuration non linéaire, et en fait on va venir s'approcher de plus en plus du linéaire. Et on pourrait également le faire si on rapproche le phare. Hop. Mais le phare, c'est pas forcément ce qu'on veut. Si par exemple je mets un 5, bien ici aussi, le 5 il est ici, il correspondrait à 1, et on aurait bien un, le linéaire serait bien aussi, il serait bon. Mais bon, là on n'a pas vraiment une bonne vision, c'est pas vraiment ce qu'on veut, donc le phare n'a pas vraiment forcément d'importance. Le NIR en a plus, et c'est ce qu'il faut comprendre. Mais nous, c'est pas vraiment ce qu'on veut, hein. On veut quand même pouvoir avoir, si on veut des valeurs proches de la caméra, bah, c'est toujours utile d'avoir des NIR inférieurs à 1 par exemple. Et grosso modo, c'est une technique assez simple, assez basique. Une deuxième technique, et donc là c'est lié à des précisions sur les calculs flottants, c'est de ne plus utiliser une range entre -1 et 1, comme on peut l'avoir dans OpenGL par défaut. Donc la valeur NDC par défaut dans OpenGL est entre -1 et 1, en tout cas pour Z, et ça l'est également pour X et Y. Mais nous, ce qu'on souhaiterait avoir, c'est comme pour DirectX par exemple, on souhaiterait avoir maintenant une range entre 0 et 1. Alors, par le passé, ce n'était pas possible de pouvoir le faire avec OpenGL. En tout cas, pas sur tous les types de matériel, il me semble. Et maintenant, on peut le faire à partir de OpenGL 4.5. On peut spécifier avec GL Clip Control. Et on va spécifier GL Lower Left. Et on va spécifier GL 0 to 1. Donc 0 to 1. On a l'autre. Hop, si je vous montre ici. Donc, on aurait soit on pourrait soit spécifier GL 0 to 1, soit GL négative 1 to 1 qui est la valeur par défaut. Donc -1 à 1. Hop. On revient ici. Donc, une fois qu'on a compris qu'on pouvait faire on pouvait spécifier une valeur entre 0 et 1, il faudra également changer la matrice. Maintenant on va non plus utiliser une matrice entre -1 et 1 et entre 0 et 1. Alors comment on va procéder? Donc on pourrait tout simplement récupérer des matrices existantes qui ont déjà été définies. Mais nous ici on va aller un peu plus loin dans les explications et on va venir voir comment en fait la matrice de perspective a été construite. Alors voici une matrice de perspective ici, on est dans une configuration entre -1 et 1. Donc on va venir suivre étape par étape. Donc ici nous on va s'intéresser vraiment à la troisième ligne et à la quatrième ligne. La troisième et la quatrième ligne. Ensuite ici je vous refais un petit rappel sur ce qui se passe en vclip. Donc on a bien une expression linéaire en Z de type A fois B plus A fois Z plus B. Et on a en W une valeur -1 fois ZView, donc grosso modo -ZView. Hop, je vous fais un petit rappel ici. Donc zclip, voilà. Donc ZNDC c'est bien zclip divisé par WClip. Tu nous donnes une valeur à la fin. Et ici, nous, on souhaite pour pouvoir en fait créer la matrice dans une range entre -1 et 1, on va tout simplement en faire un système avec deux équations. La première équation, c'est -a moins b sur -NIR est égal à -1. Et la deuxième, c'est -a moins b sur -phare est égal à 1. Alors, comme je vous rappelle ici, on a mis -NIR en bas. Tout simplement parce que j'ai remplacé ZView par -NIR et ZView par -phare. Donc, je vous rappelle la petite spécificité qu'on est inversé. En tout cas, moi, dans ma matrice, on est inversé. On peut avoir une matrice, vous verrez que je peux vous faire exemple. Matrice de projection, hop, perspective, est-ce que je pourrais la trouver? -NIR, phare, ouais, voilà, ici on voit qu'on n'a pas de -1 ici, et on n'a pas de moins ici aussi. Donc ça c'est des spécificités qui font que des fois on aura des moins et des fois on n'aura pas des moins. C'est tout simplement la manière dont on va venir configurer notre environnement.
grosso modo, moi, si je peux vous montrer dans mon moteur de jeu, hop, pourquoi ici on est inversé? Tout simplement, c'est que dans ma matrice de ZView, si je vais dans ma caméra ici, j'ai multiplié la valeur Z ici en scale par -1 pour avoir juste, en fait, pour que les valeurs qui sont proches de la caméra, enfin qui sont derrière la caméra sont en négatif, et les valeurs qui se trouvent devant la caméra sont en positif. C'est juste une petite particularité que je souhaitais avoir pour mon moteur de jeu. Mais globalement, ça peut être interchangé, et ce -1 n'est pas forcément nécessaire. Si vous voulez avoir juste si ici on met un 1, en fait dans la matrice, ici il faudra enlever ce moins ici, et il faudra également enlever ce moins ici. Voilà, c'était juste une petite particularité. Alors, on va revenir ici. Et donc une fois qu'on a ce système, eh bien on va venir résoudre ce système. Hein. Donc je remets les deux équations ici. Alors par contre, hop, vous voyez un peu mieux. Donc on va revenir mettre les deux équations. On continue. J'ai un peu à réarranger, donc j'ai supprimé les négatifs ici et ici. Ensuite ici, je viens exprimer A en fonction de B. Donc et puis après je le remplace à droite. Ensuite je continue. Donc là, B, on va venir résoudre la petite équation à droite. Donc, je remets ici. Donc, je développe, etc. Je développe ici. Hop. Je mets le 1 sur... hop. Mon 1, je passe le 1 à gauche. Ici. Ensuite, ici, je viens mettre le -2 sur le NIR. Donc, voilà. Ensuite, voilà, je développe. Je vous laisserai mettre pause pour avoir les petites explications à chaque fois. De toute façon, j'ai assez détaillé les étapes par étape. Ensuite, on a un B final qui est 2 fois NIR fois phare divisé par NIR moins phare. Donc, on a bien notre B. Ici, 2 NIR fois phare moins NIR moins phare. Et moi, j'aimerais, donc ça, ce petit résultat, il aurait été bon aussi, hein, mais j'aimerais avoir une valeur comme j'ai eu dans ma matrice. Ici, vous voyez qu'on a -2 fois phare fois NIR divisé par phare moins NIR. Donc moi, c'était cette expression que je souhaitais avoir. Donc j'ai réarrangé, hein, ça et ça, ce sont égaux. Et on a bien -2 fois NIR fois phare divisé par phare moins NIR. Et ensuite, une fois qu'on a B, on peut remplacer, donc, maintenant qu'on a B, ben on le remplace dans l'expression à gauche. Je continue. Donc voilà, ici, et on a bien A. Ici on a moins phare moins NIR divisé par phare moins NIR, je réarrange, et on a bien le résultat que j'avais ici. Et on est bon pour ça. Alors, donc, une fois qu'on a compris comment créer cette matrice, et bien maintenant, on va faire la même chose pour une matrice de perspective, de projection perspective, mais maintenant pour une range entre 0 et 1. Alors, entre 0 et 1, bah, on fait la même chose, hein. Donc je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est globalement les mêmes, on va procéder de la même façon. Donc on aura deux équations, et on aura à la fin A est égal à moins phare sur phare moins NIR, et B est égal à moins NIR fois phare sur phare moins NIR. Et voilà, donc on a bien la nouvelle matrice qui correspond. N'oubliez pas qu'il faut appeler la fonction si vous souhaitez avoir cette matrice. C'est quelque chose à prendre en compte. Alors, autre méthode pour pouvoir donc améliorer, enfin réduire le Z-fighting. D'ailleurs là on a un Z-fighting assez hard, c'est que les deux faces sont superposées, et globalement ça va être compliqué même presque impossible de totalement enlever ça, mais globalement on peut essayer de le réduire. Et pour ce faire on va venir donc inverser le plan NIR et le plan phare avec une matrice de projection modifiée reverse Z. Et en réalité, on ne pourra pas l'utiliser si on pourra l'utiliser. Alors ici, ça va peut-être pas le résoudre complètement ici, mais pour d'autres cas, ça pourrait. Globalement, donc je vais revenir sur matrice sur ça, voilà. Donc, ce qu'on souhaite avoir, on va juste en fait inverser. Hein. Là ici, on a nos courbes qui sont classiques, hein, donc avec un Z qui n'est pas inversé.
Et là, on veut inverser en fait le NIR et le phare et faire en sorte que NIR correspond à 1 et que phare correspond à 0. Et pour ce faire, on va utiliser les mêmes méthodes qu'on a fait grosso modo ici. Tout simplement, on va juste venir en fait inverser ce 0 et inverser ce 1. 1 ici, il sera ici, et 0, il sera ici. Donc, c'est pour ça qu'après, on a deux matrices. Et en fait, les deux matrices, hop, ici, en fait, on a juste inversé en fait le phare et le NIR, en fait, les valeurs de phare et de NIR à chaque fois. Donc, ça, c'est pour la matrice inversée Z reverse Z. Et ensuite, autre méthode, qui pourra aussi réduire dans certains cas le Z-lighting, c'est le fait d'utiliser une matrice de projection infinie. Alors, une matrice de projection infinie, grosso modo, en fait, c'est faire en sorte que phare soit le plan lointain soit le plus loin possible, donc en plus infini. Et pour ce faire, en fait, on va juste calculer la limite de la matrice perspective quand phare tend vers plus infini. Alors ici, on va prendre une configuration entre -1 en -1 et 1. Donc là, la matrice est la matrice donc infini perspective est égale à la limite de phare limite de m perspective quand phare tend vers plus infini. Donc je remplace m perspective par notre matrice qu'on avait définie avant. Et donc ici, on est dans une range entre -1 et 1. On continue avec donc on souhaite maintenant définir les limites uniquement quand il y a un phare. Hein. Pour les autres valeurs, ça ne va pas changer. Hein. Il n'y a pas de valeur phare. Et on va juste calculer les valeurs phare ici. Enfin, les limites à chaque fois. Hop. Donc, j'ai calculé les limites pour chacune des deux. Donc, en fait, ici, on a une valeur indéterminée. Une valeur indéterminée. Fonction indéterminée, voilà. Pour les limites. Donc, on développe. Ensuite ici, on a NIR sur phare et NIR sur phare. Et donc ici, un nombre divisé par l'infini, et bien ça va donner 0. Phare et phare, ça vire. Et on a bien -1 sur 1 est égal à moins 1. Et en bas, on a la même chose. On aura la limite de la deuxième expression ici, qui sera à la fin égale à -2 fois NIR. Et globalement, ça nous donne une matrice. Ici, -2 fois NIR. Et en -1, ici, on remplace. Et on a notre nouvelle matrice. Et petite spécificité, et je vous invite à aller voir le GDC de Eric Lengyel qui a abordé le sujet, c'est que il est préférable de ne pas avoir un phare le plus lointain en l'infini, mais on va venir le décaler d'un epsilon qui va permettre de pouvoir qui va venir en fait définir toute la valeur n d'ici, globalement, enfin toute la valeur de votre monde en Z avec une valeur décalée. Donc c'est une petite spécificité, hein. Il faut juste simplement prendre cette matrice et en fait pour les valeurs, les deux valeurs qu'on a remplacées ici, en fait on va multiplier par 1 moins epsilon. Alors globalement la valeur de epsilon, il l'a définie dans la valeur d'epsilon, il l'a définie avec plusieurs valeurs. Donc ici, need to choose. Ici, il y a epsilon qui est supérieur à 2, supérieur à -2. Voilà, donc c'est des valeurs qu'il faut prendre en compte ici. Donc une valeur supérieure à 2, supérieure à -22 pour définir l'epsilon. Hop. Donc je vous inviterai à aller lire en détail le GDC, c'était très intéressant par rapport aux petits tricks pour les projections matrices. Et ensuite, je vous ai détaillé en fait les matrices à chaque fois, donc pour chaque situation. Donc les ranges entre -1 et 1, on a la matrice perspective par défaut, la matrice perspective en infini, la matrice de perspective avec un Z inversé, et la matrice en infini en reversed Z perspective. Donc ça c'est pour les matrices de projection entre -1 et 1, et on a fait la même chose entre 0 et 1. Et voilà, c'était à peu près tout. Comme je vous ai dit, on n'a pas. Il y a d'autres moyens d'optimiser ça.
Donc soit on peut augmenter le nombre de bits alloués depth buffer de la fenêtre. Alors on peut choisir 32 bits au lieu de 24 bits par exemple, qui va venir avoir en fait, avoir plus de précision. Que, comme je vous rappelle ici en fait on est des entiers, c'est pas des flottants. Si c'était même pas des flottants, même si c'était des décimales, des vrais décimales, on n'aurait pas de problème. Mais globalement, en informatique, on ne peut pas avoir des vrais décimales, soit on est limité, soit on a des entiers, soit on a des flottants. Vous verrez que les flottants vont venir grandement améliorer le problème. Mais il faut avoir pour définir des flottants, un tableau de flottants pour le depth buffer dans OpenGL, on peut pas le faire directement. En tout cas pour la main frame buffer, le frame buffer principal, il faut utiliser un frame buffer object qu'on n'a pas encore abordé ici. Et globalement, dans tous les cas, on n'a pas forcément besoin de résoudre tous les problèmes de Z-Fighting pour le moment. Les problèmes de Z-Fighting vont se faire dans certaines spécificités, et on aura l'occasion de le faire quand on sera confronté à cette situation. Sinon, on a aussi un tampon de profondeur logarithmique, mais globalement, ça pose quelques petits soucis d'optimisation. En tout cas, pour certaines situations, je vous inviterai à aller voir l'explication du software Outera sur le tampon de profondeur logarithmique, très intéressant. Notamment, il faut d'abord comprendre un peu, ils abordent aussi différentes les problèmes du depth buffer et les précisions. Donc c'est plutôt intéressant. Après il y a des schémas par rapport aux comparaisons. Voilà. Et globalement après ils expliquent la façon de procéder pour résoudre cela avec un tampon de profondeur logarithmique. Donc eux c'était leur technique utilisée. Et également celui qui est bien aussi c'est la présentation de Nvidia sur le sujet. Hop. Donc ils ont bien mis des schémas et vous verrez que à la fin, avec plusieurs situations possibles, donc Infinite Fair Plane, donc avec la projection infinie, la projection inversée en Z, la projection inversée en Z et Infinite, vous verrez que celle qui rend le mieux, ce sera là en fait le Z inversé, et globalement le meilleur, il me semble, ouais, de toute façon c'est le Z inversé qui va venir, que ce soit en infini ou pas en fait. Hein. Dans tous les cas, le Infinite Far Plane a une petite spécificité, une amélioration par rapport à la standard projection. En tout cas, c'était au niveau des ressentis. Donc ça, c'était la petite explication par rapport au depth buffer et au depth test. Je vous mettrai en description ce document. C'était plutôt assez intéressant. Dans tous les cas, on aura l'occasion d'aborder dans d'autres vidéos ce principe de Z-Fighting. Et ce qu'il faut comprendre vraiment dans cette vidéo, c'est vraiment ce qu'il est possible de pouvoir faire avec OpenGL, notamment avec les tests de profondeur. Alors, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Donc, j'ai intégré les différentes configurations de matrices. Donc, j'ai juste repris les matrices, hop, ici. Donc, j'ai juste en fait réimplémenté les matrices. Pour chaque cas, donc, la matrice de perspective, FOV avec la version FOV. Globalement, j'ai pas fait les versions FOV pour toutes les matrices, donc c'est pas forcément grave. La matrice infinie perspective, reverse Z, infinite perspective Z, depth to 1, depth 0 to 1, reverse Z 0 to 1, etc. jusqu'à avoir ici. Donc, hop. Donc ça c'était pour les valeurs en perspective. Dans ma caméra, j'ai modifié et en fait j'ai juste rajouté. En fait j'ai spécifié à la caméra si je souhaite quelle matrice je souhaite utiliser en fait. Dans quelle configuration. Globalement j'ai mis 3 booléens. Est-ce que je souhaite avoir une projection entre 0 et 1? Est-ce que je souhaite avoir une projection avec un Z inversé? Ou est-ce que je souhaite avoir une projection avec un plan infini? Et là c'est l'epsilon que j'ai mis à 1, moins 6, 10 puissance moins 6. Hop, donc je reviens dans la caméra. Et à chaque fois, globalement, j'ai défini, hop, à chaque fois la matrice. En réalité, il pourrait être utile
de pouvoir spécifier directement à la main la matrice et de pas avoir des fonctions par défaut. Bon, pour le moment je l'ai pas fait, j'ai juste renvoyé la bonne matrice en fonction de la bonne situation. Et que ce soit en perspective ou en ortho j'ai pas vraiment fait les matrices adéquates. On pourrait faire aussi une orthographique entre 0 et 1. Une orthographique inversée entre Z, ça ferait rien du tout, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, ça marcherait, mais il n'y aurait pas forcément d'impact. Puisqu'on est là, on est en linéaire, et puis en non linéaire. Et globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai fait ici. Dans Mesh Renderer aussi, donc il y avait des petites spécificités à faire. Hop, donc Mesh Renderer, en fait, grosso modo, ici j'ai mes shaders. Hop. Donc en fonction du type que je veux avoir, donc ici j'utilise un shader différent. UV shader, normal shader, fraccord shader, linear depth c'est la linéaire, et binfunk shader fog c'est le fog que j'ai spécifié. Et ensuite, juste ici, en fonction dessus, si ma caméra est dans une situation entre 0, une range entre 0 et 1, et bien j'appelle la fonction GLCube control avec la valeur spécifiée, et sinon bah, je mets G-negative 1 to 1 pour entre moins 1 et 1. Et si j'utilise une matrice inversée, avec un Z inversé, eh bien j'oublie pas d'appeler le test de profondeur enfin la fonction de GelDepthFunk en spécifiant GelGreater et en spécifiant GelClearDepth comme on a inversé le Z. Donc ça c'est important à le mettre, et sinon bah, je mets le truc par défaut. Et ensuite bah, je dessine mon shader. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. En fait j'ai fait un petit script qui permet de pouvoir switcher entre les matrices. Globalement je l'ai fait, c'est pas forcément intéressant à montrer, hein, mais je vais juste quand même. Hop. Ça, voilà, rendering switch component. Ça, c'est pour switch les différentes valeurs, enfin les différents shaders. Et ça, c'est pour switch les caméras. Donc, globalement, hop, je remets ça. Alors, vous allez voir que là, on a du Z-Fighting. Donc, je vais switcher. Hop. Donc, je vous montre un peu aussi. On va faire comme ça. Voilà. Hop. Donc, comme ça, vous pouvez voir à chaque fois la matrice associée. Là, on est en matrice non infinie avec un Z inversé et une range de -1, 1. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de changement. Infini river Z, range -1, 1. La range -1, 1, elle n'est pas très bonne en réalité. Et vaut mieux utiliser une range entre 0 et 1. Ce sera beaucoup mieux. Hop, vous allez voir, il y a des impacts sur le fait que la river Z ne marche que pour les ranges entre 0 et 1. Et notamment lié aux imprécisions des flottants. Mais je vous laisserai dans la description, de toute façon il y a tout ce qu'il faut pour mieux comprendre laquelle est la meilleure. Hop, avec le tableau notamment dans le truc de Nvidia. Hop, et vous allez voir que la meilleure version, c'est la version avec un plan infini, en tout cas la version River Z sur une range entre 0 et 1. Vous voyez qu'ici on a presque plus de Z-Fighting en fait. C'est vraiment ce qu'on voulait. Hop, donc vous voyez qu'on l'a de temps en temps, voilà, là on l'a. Mais en tout cas elle est moins présente que dans les autres versions. Donc ce qui est important c'est la River Z dans tous les cas. Vraiment le River Z avec une range 0.1 c'est très intéressant pour pouvoir contrer les problèmes de Z-Fighting. Hop, donc ça c'était intéressant à comprendre. Voilà. Hop. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas rajouté d'autres choses. Okay. Donc, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à me dire s'il y a eu des explications qui n'ont pas été claires. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous dis à la prochaine. C'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.